Des manifestants cagoulés, vêtus de noir. Les casseurs, comme on disait dans les années 70, les Black Blocs, comme on dit aujourd'hui, les Antifa. Ce sont des révolutionnaires professionnels, un peu la milice de Jean-Luc Mélenchon, ça fonctionne comme ça. Ne cherchez plus les Black Blocs dans les rues, ils sont désormais à l'Assemblée nationale, au fond, à gauche toute. C'est exactement le même fonctionnement que les hooligans. Revêtent des vêtements noirs, se dissimulent le visage et commettent des exactions. Agressent les commerçants, les commerces. Commencent à pourrir tout et à casser et à attaquer les flics et à risquer de tuer. Ils sont vraiment dangereux pour les manifestants, pour tout le monde. Ils n'ont rien à faire dans un pays démocratique et qu'il faut absolument les réprimer, mais sévèrement. Est-ce qu'on traite une manifestation de Black Blocs comme on traite une manifestation de lycéens? Nous ne sommes pas assez répressifs avec eux. C'est quand même désespérant. J'aurais pu faire cette vidéo en 2015, lors de la COP21, en 2016, lors des mobilisations contre la loi travail, ou en 2019, lors des Gilets jaunes, et elle aurait eu encore une espèce d'utilité, puisque visiblement en 2023, la plupart des médias ne savent toujours pas correctement parler du phénomène du Black Bloc. Quelle indignité! Non, vous savez, le Black Bloc, ces personnes habillées en noir qui se regroupent en masse compacte dans les manifestations. Un phénomène qu'on va avoir tendance à présenter comme une réunion de délinquants violents qui souhaitent juste casser du mobilier urbain ou se battre avec les policiers. Comme ça, sans aucune explication rationnelle. Et quand on va leur accorder des motivations politiques plus précises, ce sera pour agiter le spectre d'un anarchisme chaotique et antidémocratique. Mais si on s'intéresse un peu plus à qui sont les gens qui constituent le Black Bloc, au sens qu'ils donnent à leurs actions et à l'histoire de cette tactique, on ne va pas avoir exactement le même récit. Et c'est ce que propose de faire l'autrice Camille Filarich dans ce petit mais fascinant ouvrage Black Bloc, histoire d'une tactique, publié en 2022 aux éditions Excès. Le but de l'autrice est de retracer une histoire globale du phénomène Black Bloc et de comprendre de manière sérieuse son évolution et sa diffusion. Je vais vous en résumer les grandes lignes, mais franchement, si vous en avez l'occasion, allez le lire. Il y a plein de détails et de subtilités dont je parlerai pas ici, donc franchement, foncez. Pour comprendre la naissance de la tactique du Black Bloc, il faut remonter dans l'Allemagne des années 60, qui est alors divisée en deux États distincts. La République démocratique allemande, ou RDA, à l'est, et la République fédérale allemande, ou RFA, à l'ouest. À l'époque, la RFA est en pleine transition démocratique. Le pays est alors gouverné par une grande coalition entre la droite libérale chrétienne et des socialistes du SPD qui préparent le tournant néolibéral de l'économie, mais aussi l'intégration d'un état d'urgence dans la Constitution. Les limitations des libertés individuelles qui seraient permises par l'état d'urgence s'inscrivent dans un contexte de guerre froide et d'alignement sécuritaire avec les autres voisins de l'Allemagne, notamment la France, qui vient d'introduire cette possibilité pour écraser les révoltes anticoloniales en Algérie. Mais dans le contexte d'après-guerre, c'est vraiment étrange, mais les Allemands ils sont pas trop chauds pour qu'on intègre un état d'urgence dans la Constitution. Et donc pendant toutes les années 60, le pays connaît une forte mobilisation de l'opposition de gauche contre ce projet de réforme. Ces mobilisations font l'objet d'une répression policière croissante qui va atteindre son paroxysme lorsque la police abat un étudiant en 1967 lors d'une manifestation contre la visite du Shah d'Iran. Sans surprise, le mouvement étudiant se durcit et déclenche une véritable guérilla urbaine, marquée par plusieurs incendies à Berlin en 68. Et du coup, ça a donné une bonne excuse au gouvernement pour justement mettre en place cet état d'urgence attentatoire aux libertés individuelles. C'est dans ce contexte qu'on va voir se former de petits groupes d'opposants politiques étudiants qu'on va appeler Sponti. Ces groupes vont être fortement inspirés par le maoïsme, l'autonomisme italien et le spontanéisme. Le spontanéisme est un principe selon lequel la révolution sociale peut et doit se produire spontanément par le bas, par la classe ouvrière elle-même, sans l'aide ou la direction d'un parti d'avant-garde. Si cette idée était profondément rejetée par le courant marxiste-léniniste, elle trouve un certain écho auprès des tendances marxistes-libertaires des années 60. Et donc, les spontis vont se mettre à investir massivement des squats, principalement dans les centres urbains du nord de la RFA, dans un contexte de crise du logement. Il s'agit de créer des lieux d'émancipation et d'opposition à la logique capitaliste du gouvernement de coalition en organisant une vie communautaire en dehors de tout cadre légal. C'est un réseau fluide et mobile, il n'y a aucune structure formellement établie, ce qui le rend d'ailleurs très difficile à démanteler d'un point de vue juridique. Et dans le nouveau cadre sécuritaire qui s'installe en Allemagne de l'Ouest, l'anonymat est de plus en plus un enjeu pour les luttes sociales.
Ainsi, les Sponti vont prendre l'habitude de faire leurs actions à visage couvert et vont adopter des formes d'organisation très décentralisées pour ne laisser aucune trace. Mais dans les années 70, les Sponti vont faire l'objet d'une répression pénale et policière de plus en plus forte. Suite aux attentats de la fraction Armée Rouge, et une organisation marxiste connue pour ses tactiques d'action directe violentes, c'est l'ensemble de la gauche extra-parlementaire qui se retrouve dans le viseur de la police et des renseignements intérieurs. L'état d'urgence est déclaré à l'automne 77. Soupçonnés à tort de complicité avec des groupes terroristes, les Sponti doivent faire face aux descentes de plus en plus nombreuses des forces de l'ordre dans leurs squats. Mais contrairement à la fraction Armée Rouge, les Sponti, ils ne sont pas armés et ils ne revendiquent pas d'idéologie offensive. Et donc ils vont principalement résister grâce à des barricades défensives. On va pas se mentir, la fin des années 70 en Allemagne de l'Ouest, c'est un peu la merde. On est en plein état d'urgence, les socialistes ont été totalement absorbés par les institutions, le parti communiste a été dissous depuis 1956, et les mouvements extra-parlementaires sont affaiblis par les mesures sécuritaires et le climat anticommuniste. Et tout ça favorise un retour des mouvements d'extrême droite et nazis. Dans ce contexte, toute une partie de la gauche extra-parlementaire allemande qui a été marquée par les expériences de lutte des Sponti va se rediriger sur un terrain de lutte historique, l'antifascisme. Cette recomposition de l'espace politique de gauche suite aux événements de 77 intervient en même temps que le développement du mouvement écologiste allemand, engagé dans une double lutte politique anti-nucléaire et anti-impérialiste, toujours dans un contexte de guerre froide. Dans les années 80, autonomistes, antifascistes et écologistes vont lutter ensemble sur de nombreux fronts. Les autonomes vont ainsi contribuer à occuper des terrains, bloquer des voies de transport et compromettre la construction de travaux visant à construire des sites de lancement nucléaires. Les expériences et les énergies de ces militants urbains vont être globalement bien accueillis par la population rurale en lutte. L'investissement des autonomes dans la lutte antinucléaire va permettre de construire un réseau de coordination interurbain. Peu à peu, les autonomes abandonnent leur posture de défense pour des stratégies plus offensives et se mettent à organiser des actions de perturbation des sommets diplomatiques, notamment ceux de l'OTAN. Mais cependant, la stratégie des autonomes, elle reste profondément ancrée dans le refus de la violence terroriste des années 70 et en faveur du pacifisme. Bien que radicales et disruptives, les actions directes des autonomes sont caractérisées par une faible volonté de violence. S'il y a usage de la force physique ou de destruction matérielle, cela s'inscrit dans une perspective principalement défensive. Il ne s'agit jamais d'une fin en soi. L'objectif est de tenir un lieu pour faire exister la contestation populaire, malgré les mesures liberticides et antidémocratiques de l'état d'urgence, et de faire reculer les forces de l'ordre pour conserver cet espace de contestation. La stratégie des autonomes repose sur un rapport mesuré à la violence. Le but est de la limiter et de la contenir, et en même temps de l'utiliser médiatiquement via des actions coup de poing. Le sabotage et la dégradation de cibles stratégiques et symboliques, comme les commissariats, les banques et certains types de commerces, en sont de parfaits exemples. Le milieu des années 80, c'est également un moment de consolidation de l'identité des autonomes et des antifas. C'est à cette période que le noir de l'anarchisme s'impose comme leur couleur de prédilection. Le noir permet aussi de rester discret et de mieux dissimuler son identité, qu'elle soit raciale ou sexuelle, en plus de donner une uniformité visuelle au cortège. Les actions coup de poing et la couleur noire allaient ainsi devenir les marqueurs propres de cette nouvelle tactique. Un style de lutte volontairement ambigu qui a divisé et qui continuera probablement à diviser au sein de la gauche allemande, mais qui avait pour ambition de dépasser les schémas de contestation traditionnels mis en échec depuis les années 70 par le néolibéralisme. Et c'est en 1988, lors d'une action contre l'extrême droite à Mackenrode, que le terme de Schwarzer Block, littéralement bloc noir, apparaît pour la première fois dans les médias allemands pour désigner cette formation en bloc serré et compact des autonomes. Initialement, il s'agit d'une formule plutôt stigmatisante, mais les autonomes vont vite s'en saisir pour se désigner eux-mêmes. Après la chute du mur de Berlin en 89, la tactique du Schwarzer Block va continuer à se développer dans l'Allemagne réunifiée, malgré la répression pénale et policière qui va faire disparaître la Norddeutsches Liga, le principal réseau autonome antifa de l'ancienne RFA. Celui-ci va être remplacé par un autre réseau, l'Antifa M,
qui va tenter d'interagir plus avec les médias afin de démystifier un petit peu les objectifs du Schwarzer Bloc. Mais cette campagne de communication va avoir du mal à fonctionner, et l'organisation s'éteint dans les années 90 au profit d'une autre organisation, Antifaschiste Aktion, Bundesweite Organisation. Deutsch ist eine wunderschöne Sprache. Cette structure va notamment travailler à intégrer les groupes Antifa de l'ex-RDA. Mais la criminalisation continue des militants et leur diabolisation auprès de la population va causer un certain déclin du nombre de Schwarzer Bloc vers la fin des années 90, année où la tactique va renaître de manière assez spectaculaire aux États-Unis. En effet, devenu hégémonique après la chute du mur et l'effondrement de l'URSS, les États-Unis deviennent le centre des attentions protestataires contre la mondialisation néolibérale et constituent un espace qui devient favorable à la diffusion de la tactique du Schwarzer Bloc sous sa traduction anglaise de Black Bloc. Dans un contexte marqué par la désindustrialisation, la guerre du Golfe et la montée de la droite conservatrice et de l'extrême droite, le mouvement antifasciste et anarchiste nord-américain est en pleine réorganisation. Et c'est à travers le développement et la multiplication des journaux militants que ces milieux vont être introduits à la tactique du Black Bloc. Comme c'était le cas dans l'Allemagne de l'Ouest des années 70, cette tactique est vite perçue comme un moyen de dépasser les limites du militantisme traditionnel de gauche, de renouveler les formes de contestation et de se prémunir contre les répressions administratives et policières. Ce dernier point est particulièrement important dans des pays où la couleur de peau joue énormément sur la manière dont on sera traité par la police et le système judiciaire. La tactique du Black Bloc constitue une opportunité de rassembler les mouvements anti-autoritaires racisés avec les milieux anarchistes, majoritairement composés de personnes blanches, éduquées et relativement aisées. Mais malgré ce vœu d'inclusivité, il faut reconnaître que le Black Bloc a eu du mal à se déployer en dehors des démocraties occidentales libérales et à continuer à être majoritairement articulé par des militants et des militantes de couleur blanche. Toujours est-il que le début des années 90 voit l'apparition de Black Bloc dans plusieurs manifestations et actions protestataires, que ce soit pour s'opposer à la guerre du Golfe ou à la signature de l'accord de libre-échange nord-américain. On est encore face à un phénomène timide et qui réunit beaucoup moins de personnes qu'en Allemagne. C'est ridicule, c'est pathétique. C'est pathétique, mais tu t'es déjà regardé, tu te crois malin parce que tu parles allemand. Mais petit à petit, la sauce commence à prendre et on observe une convergence entre les anarchistes et toute une partie du mouvement altermondialiste. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication vont jouer un rôle déterminant dans le développement de réseaux d'échange d'informations et de coordination. On peut citer le réseau d'action antiraciste entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ou encore la plateforme numérique Indymedia. Ces réseaux vont permettre de préparer les actions de protestation en vue du sommet de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle en 1999. Au cours de cet épisode protestataire de 4 jours, devenu légendaire dans l'imaginaire militant, plusieurs Black Blocs vont se former et activement participer à occuper les lieux publics et perturber la répression policière. On ne parlera pas en détail de la fameuse bataille de Seattle dans cette vidéo, mais je vous encourage vivement à aller vous renseigner sur ce sujet. Comme d'habitude, la tactique du Black Bloc va trouver son lot de critiques parmi les politiques, les médias et même certains militants. Néanmoins, l'absence flagrante de dialogue démocratique lors du sommet de Seattle a permis à beaucoup de personnes de reconsidérer leur avis sur cette tactique et comprendre que face à l'ordre néolibéral, il était possible d'envisager un recours ciblé à la violence et à la force. Et surtout que la plus grande violence n'est peut-être pas à chercher du côté des Black Blocs, mais plutôt des élites dirigeantes, bourgeoises et capitalistes. Plus de 30 ans après que le phénomène se soit exporté en dehors des frontières allemandes, on a pu observer la mise en place de la tactique du Black Bloc aux 4 coins du monde, dans des milieux militants et dans des luttes très différentes. Ça démontre que c'est une tactique qui est perçue comme étant suffisamment intelligible et efficace pour être reproduite et réinterprétée dans une grande variété de situations. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette petite histoire du Black Bloc? Déjà que s'il y a violence, ce n'est jamais une fin en soi, que c'est d'ailleurs canalisé et contenu, et que ça répond surtout à des logiques d'autodéfense. Ensuite, que c'est une tactique qui ne vise pas à supplanter ou à remplacer les autres, mais juste à les compléter et à les accompagner. Et enfin, que c'est un phénomène qui s'ancre dans des contextes politiques profondément marqués par la frustration
et le désespoir face à des pouvoirs qui sont fermés aux aspirations populaires et qui représentent alors un puissant symbole de résistance. Et si vous avez une certaine sensibilité contre l'extrême droite et le capitalisme, globalement, les personnes qui constituent les Black Blocs sont du bon côté de l'histoire, contrairement aux flics. Voilà, cette émission est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Ich würde mir glücklich machen. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle lecture afin de penser et de repenser le monde.